Et puis je vais laisser chacun se présenter. Mais peut-être que pour lancer la chose, j'ai entendu la réflexion, j'ai entendu ce matin, je ne sais plus qui disait, peut-être Nina, que à force de relire les avant-propos qui ont été écrits par quelqu'un venant d'une discipline qui n'est pas la sienne, on finissait par obtenir ou exiger que l'avant-propos soit très ouvert. Donc peut-être que l'un des signes de l'interdisciplinarité, c'est cette ouverture qu'on obtient quand on relit depuis des horizons très singuliers. Mais on va donc commencer par des exemples et puis échanger un peu sur cette visée de la revue qui est l'interdisciplinarité, qui n'est pas une mince affaire et qui a fait l'objet de quelques expériences. Alors on donne d'abord la parole à Gauvin parce qu'il est le co-responsable d'un volume en cours qui n'est pas encore publié et qui a pour titre Linguistique et pluridisciplinarité. Et interdisciplinarité, pour faire simple. Merci de me permettre de témoigner. Donc, je suis doctorant en 6e année en linguistique et j'étudie la construction des mots par suffixation en français. Et mon rapport à l'interdisciplinarité est d'abord inscrit dans mon projet de thèse qui consiste principalement pour l'essentiel à essayer de transposer dans ma discipline les résultats d'une autre discipline voisine qui est la psychologie du langage et de la mémorisation et de la construction des mots. Donc comme les disciplines sont un peu cloisonnées, il se trouve que ces résultats qui sont fondamentaux, très bien établis et très anciens, n'ont pourtant pas été clairement et franchement intégrés dans la méthodologie de ma discipline. Et donc c'est un peu l'enjeu de ma thèse de faire ce transfert tardif qui existe, qui a déjà été un peu fait, mais vraiment assez marginalement. Et mon constat, mon expérience personnelle, c'est cette surprise de se dire que des résultats fondamentaux pour un objet, acquis par une partie de la recherche, peuvent rester à peu près ignorés par un autre domaine qui porte sur le même objet. Et quand je veux dire par ignorer, je ne veux pas dire qu'aucun des chercheurs de mon domaine ne connaît ces travaux-là, mais c'est que la pratique moyenne de mon domaine en fait l'économie, c'est-à-dire continue de faire comme si ces résultats n'existaient pas et comme si on pouvait continuer de faire de la recherche sur cet objet sans savoir ce qui a déjà été produit ailleurs et qui est fondamental. En l'occurrence, il s'agit du fait que la fréquence d'usage des mots dans une communauté établie à partir de grands corpus, en fait, est représentative statistiquement du fait que les gens connaissent plus ou moins bien certains mots. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont très courants et d'autres beaucoup moins. Et ça a une influence sur les réactions des gens dans les expériences de reconnaissance de mots et toutes les autres. Voilà, donc ça c'est mon premier rapport à l'interdisciplinarité en quelque sorte, depuis le doctorat. Et puis à partir de là, j'ai eu la chance de participer à un projet de numéro autour de l'interdisciplinarité en linguistique et de m'intéresser à l'histoire de ces problèmes d'interdisciplinarité en linguistique. Ça, c'est le premier point. Et puis après, deuxièmement, on est dans une époque où il y a une question scientifique majeure qui est vitale, qui est celle de la crise écologique et qui implique, par définition, l'interdisciplinarité. Et donc, dans le cadre des encouragements de l'école doctorale à proposer des formations et des initiatives pluridisciplinaires, je me suis lancé dans la construction de comment la recherche en sciences humaines peut participer et contribuer à la recherche sur la crise écologique. Et donc c'est mon deuxième rapport à l'interdisciplinarité qui est venu un petit peu après. Est-ce que je présente un projet plus ou on fait un tour de table ? Peut-être un petit tour de table et ensuite on revient au projet. Sandra. Oui, alors moi je suis désolée Isabelle, je pensais que j'avais pas compris qu'il fallait que je t'envoie un papier. Non. Ah mais tu n'allais pas du tout m'envoyer. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc en fait, moi je voulais intervenir sur cette question, elle est très importante parce qu'elle est au cœur même de ma vie, moi l'interdisciplinarité dans mon parcours. C'est que moi j'ai commencé mes études à Bordeaux 2, c'était d'abord Bordeaux 2, puis après j'ai fini à Bordeaux 3. C'est-à-dire que j'ai fait un master en psychologie avec une licence d'ethno et après je suis venue faire un master de communication sociale jeunesse ici. Après j'ai travaillé et après j'ai voulu faire une thèse parce que mon travail m'avait posé des questions.
Donc en fait, moi, quand j'ai soutenu ma thèse, la première chose que mon directeur de thèse a dite en me présentant, c'est que j'avais un parcours atypique. Donc effectivement, ce parcours atypique, il est formidable, hein, il m'enrichit encore tous les jours, voilà, c'est formidable, sauf que l'interdisciplinarité, aujourd'hui, et moi je pense qu'elle est en danger en fait, parce que les disciplines ont tendance à se replier de plus en plus sur elles-mêmes, une forme d'austérité pour moi, et j'ai le sentiment, et par exemple en sciences de l'information et de la communication, qui est ma discipline, de ma thèse en tout cas, c'est une discipline qui a tendance à se replier un peu sur elle-même, donc je pense que c'est très difficile, comme c'est une discipline qui est jeune, se soumettre à l'interdisciplinarité, ça la met un peu en difficulté peut-être. Et moi, je pense que dans mon parcours, effectivement, cette interdisciplinarité, dans mon travail de recherche, donc qui était sur l'intime dans les réseaux sociaux, qui allait donc chercher dans la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, pour pouvoir répondre à la question de pourquoi est-ce qu'on dit notre vie intime sur Internet, ça fait que ma communauté de ma discipline ne comprend pas bien ce que je fais. Et comme ils ne comprennent pas bien ce que je fais, du coup, je passe en dessous pour les recrutements. Donc ça, c'est quand même un risque à prendre dans l'interdisciplinarité. Et pour en faire un lien avec la table d'avant, c'est-à-dire que mon interdisciplinarité, elle fait ma précarité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même le dire. C'est heureux que la revue Essai, elle propose et qu'elle tienne encore à cette interdisciplinarité. Et qu'il y ait encore des revues qui sont orientées comme ça. Parce que le risque de se replier, des disciplines qui se replient, on risque de se retrouver à avoir, et là je repense à ton travail, c'est une idée appartient à une discipline. En fait, moi quand j'ai commencé ma première question que je me suis posée sur l'intime, je vous la pose très simplement. Quand je vous dis c'est l'intime, pourquoi est-ce qu'on dit sa vie intime sur Internet ? C'est vraiment comme ça que je me la suis posée. C'est-à-dire que cette question, elle n'appartient à aucune discipline. Les idées n'appartiennent pas aux disciplines. Et le malheur, c'est de faire appartenir les idées aux disciplines, en fait. Et elles n'appartiennent aussi à personne. Donc c'est ce partage des idées, cette communauté d'idées qu'il y a chez Essai aussi, qui permet ce souffle et cette liberté que moi, je trouve toujours très vivace et encore qui restera malgré ma précarité dans mon interdisciplinarité, que je garderai parce que c'est ma liberté, effectivement, de chercheuse non titulaire, non statutaire, rien du tout, mais je me considère quand même toujours, j'ai besoin de personne pour me sentir toujours chercheuse. Voilà. Ok. Oui, je crois que ça a l'air de fonctionner. Moi aussi, j'étais soucieux de faire le lien avec la table précédente, quitte à ce que ça soit confus mais rapide. Il me semble que penser les conditions de précarité et à la fois de liberté, de pauvreté, de pénurie et de liberté, cette espèce de dialectique entre joie et souffrance qu'on a bien entendu, c'était nécessaire de le faire entendre, et dans le lieu qu'est la revue Essai, ça porte, et je voulais aussi dire à Isabelle en particulier, tout à l'heure tu disais au mieux le silence, et je ne veux pas laisser cette parole sans apporter une micro-réponse qui est que moi personnellement, très spontanément, la parution de ce hors-série a donné lieu à, tout simplement c'est des textes que j'ai donnés pour certains d'entre eux à lire aux étudiants de L3 qui viennent me voir avec des étoiles dans les yeux en disant « moi j'ai envie de devenir enseignant-chercheur ». Ça peut paraître raide, mais je me suis dit il ne faut pas qu'il y ait ce non-dit, et du coup je tenais à dire que c'est des textes qui ne sont pas du tout voués au silence, mais je pense voués à une circulation de plusieurs manières, et je trouve absolument nécessaire. Je voulais vraiment rendre hommage à toute l'équipe de ce hors-série. J'ai pas encore fait le lien, mais alors si je prends par l'autre bout, moi aussi je pourrais faire d'une certaine manière un propos qui dise en quoi je trouve que l'interdisciplinarité est toujours au cœur de la revue Essai, et l'idée que j'en ai, c'est que au fond le nom même d'université
est déjà une manière de dire ça, historiquement. Et ce à quoi on s'attaque quand un État ultralibéral ou quand une économie ultralibérale met à genoux des institutions de connaissance sur leurs moyens, etc., c'est aussi d'une certaine façon l'intelligence à qui on fait la guerre dans ces cas-là. Et donc, en tireront les conséquences tous ceux qui le voudront, tous celles qui le voudront. Vaste sujet, mais alors, en prenant les choses 2 siècles en arrière, moi, dans mon objet de recherche, c'est vrai que je suis fasciné encore aujourd'hui par la façon je travaillais sur, en gros, l'écologie avant l'écologie. C'est-à-dire que le mot d'écologie n'apparaît qu'en 1866, mais avant, il y a déjà des manières d'articuler des pans de connaissances qui commencent à se spécialiser, donc à s'ignorer, donc à devenir experts, les sciences du sol, les sciences du vivant, les sciences du climat ne fonctionnent pas forcément les unes avec les autres. Et l'un de mes auteurs de thèse était pas forcément quelqu'un qui a fait beaucoup de découvertes en soi, Humboldt, donc Alexander von Humboldt, mais quelqu'un qui a tout le temps articulé des disciplines entre elles. Et ceci a fait sans doute beaucoup pour la fondation d'une nouvelle science des relations qui est, à peu près un siècle plus tard, l'écologie. Quand on dit ça, alors on n'a rien dit, mais si ce n'est qu'il y a une façon dont certaines choses ne peuvent être pensées que en faisant exploser des cadres de pensée qui sont pourtant le premier lieu d'accueil de la pensée. Donc au fond, c'est une espèce de manière de pratiquer la réflexivité qui doit tout le temps prendre la juste distance et quitte à non pas à dynamiter tout ce qui s'est fait avant, mais à redire les liens en fait. Et en l'occurrence, je pense qu'on est en plein dedans, parce que quand on voit la façon dont les rapports du GIEC n'atteignent pas le débat public, ça veut dire qu'il reste du chemin à faire sur la façon dont décrire un tout, décrire l'univers, décrire le cosmos pour ce qui était de Humboldt, à voir avec une manière de effectivement décloisonner radicalement. J'aime bien aussi, alors il y a interdisciplinaire, il y a pluridisciplinaire, il y a aussi indisciplinaire ou indiscipline qui me semble résonner pas mal. Peut-être que c'est là au fond que se joue le lien entre l'insubordination des connaissances aux donneurs d'ordre et ce que la liberté est capable de produire en termes de connaissances, en fait. L'indiscipline, ça pourrait vouloir dire non pas être un électron libre, mais en fait refuser de... Bon, je vais pas trouver les mots tout de suite. Ouais, voilà, bon, c'est une première entrée en matière. Merci. Est-ce que ça vaut? C'est vrai que j'avais songé à cette intervention cette semaine, et après, comme d'habitude, tu as une journée riche d'échanges et tout ça, et les idées isolées. Je vais essayer de remettre ça d'une manière cohérente et synthétique, si je peux. Pour rebondir tout à fait, comme les autres, sur la table précédente, je pense qu'il y a un défaut de conception de la thèse en France en général. Je vais le lancer. Et c'est vraiment dans cet aspect très linéaire, qui n'est pas le cas partout, en fait. Et vraiment, ce truc de dire qu'on fait des études dans un domaine pour, si on a la chance de poursuivre, faire un master dans une extension, puis un doctorat, pour aboutir à un poste d'enseignant-chercheur. Et moi, j'ai jamais abordé mes études comme ça. C'était vraiment une extension de mes intérêts, à un moment donné, aux conjonctures, en fait, de mes intérêts. Et la finalité se posait, en fait, en deuxième, troisième, quatrième plan. Donc, j'avais vraiment une approche différente. Et je pense que si on fait une thèse, c'est surtout et avant tout pour soi, par passion, et les retombées, on les trouvera ensuite. Et si on a la chance d'être enseignant-chercheur, si on a toujours envie d'être enseignant-chercheur, c'est génial. Mais ce n'est pas forcément le seul chemin. Et il y a beaucoup d'exemples. Voilà, donc ça, c'est juste pour rebondir brièvement. Comme Sandra, j'ai un parcours un peu plus qu'atypique. J'ai commencé mes études en archéologie, puis j'ai basculé en littérature coloniale. Puis je suis parti en Afrique pour travailler dans des NGO. Rentré en Californie dans l'enseignement secondaire. Après, j'ai fait une pause de je ne sais pas combien d'années, mais je travaillais dans le milieu du surf.
Donc j'étais shaper et glaceur, puis designer, concepteur de lignes plus écologiques. Et après, j'ai eu la malchance de voir No Country for Old Men, le film des Coen Brothers. Et j'ai dit, bon, il faut faire un master là-dessus. À 35 ans, je ne sais pas. Ouais. Décision assez radicale, donc je suis reparti dans mes études parce qu'il fallait explorer la frontière mexicaine à travers ce film spécifiquement. On m'a proposé gentiment la direction d'une thèse. Une directrice m'a proposé de me suivre dans ce chemin pour mes études doctorales. Donc j'ai dit oui, ok. J'avais prévu de quitter la France et repartir aux US, et j'ai dit non, finalement, comme j'ai eu la chance d'avoir un contrat doctoral, ça aurait été vraiment bête de partir à ce moment-là. Mais tout ça, c'est un tout, en fait. C'est des points de conjoncture et d'intersection entre les disciplines, les expériences, les lieux où j'ai vécu, qui va former et informer, en fait, mon abord par rapport au sujet de recherche. Donc, quand j'ai rencontré Sandro qui me parlait tout de suite d'interdisciplinarité, j'ai dit c'est parfaitement normal parce que mes études étaient tout simplement une extension des conversations que j'avais de toute façon avec les amis par rapport à ce qu'on lisait, ce qu'on regardait et ce qu'on vivait en fait. Donc pour moi, ça me semblait complètement absurde avec mon centre d'intérêt parce que c'est tout à fait possible et respectable de le faire autrement, mais d'aborder un sujet comme la frontière mexicaine par une seule discipline. Il fallait regarder la littérature, les représentations en cinéma, les côtés historiques, voire archéologiques, pour voir si les vestiges physiques correspondent en fait à l'imaginaire qu'on a, et les représentations à travers la littérature ou la photographie par exemple. Donc pour moi, pour vraiment saisir l'objet d'analyse, il fallait l'aborder de plusieurs angles. Donc tout ça, ça me semble parfaitement naturel. Mais c'est vrai que ça pose plein de problèmes. Dans le positionnement, dans la présentation de son parcours, j'ai fini par enlever tout le parti surf sur mon CV quand je cherchais un poste. Parce que c'est vrai que le premier poste, oui, j'ai candidaté à la Sorbonne, tu vois, j'ai visé haut la première fois. Et on dit, mais donc, civile américaine, archéologie, surf, on ne comprend plus rien. Mais pour moi, ça me semblait parfaitement cohérente. Donc voilà. Donc, je suis parti dans les études frontalières pendant un certain moment, que je fais toujours avec beaucoup de passion, mais depuis plusieurs années, et ça on revient à l'exemple que j'ai cité, je travaille surtout dans le domaine émergent de ce qu'on appelle en anglais du surf studies, qui est assez intéressant parce que c'est un domaine qui est très, très nouveau. Ça existe dans les facultés anglo-saxonnes depuis peut-être une dizaine d'années. Les programmes de master, ça existe depuis 5-6 ans. Et donc, chaque fois qu'on se retrouve, en fait, on est tous spécialistes d'autres choses. Et donc, on est dans un moment où on est en train de vraiment décider sur les textes canoniques. Et c'est là où, pour moi, ça devient hyper intéressant, parce que les gens qui viennent de Gender Studies, par exemple, ils ont un abord de texte qui est complètement différent que les littéraires, ou que les historiens, ou les sociologues. Et on essaie de mettre tout ça ensemble pour en faire sortir une discipline cohérente. Et donc, un exemple que moi je travaille en ce moment beaucoup sur les textes entre guillemets fondateurs, notamment les premières dépictions en fiction du surf en anglais, notamment des auteurs comme Mark Twain ou Jack London, qui entre 1864 et 1915 pour London, ont en fait décrit pas mal de choses dans le milieu du surf. Et les littéraires ont tendance à regarder ces textes, c'est vraiment... C'est n'importe quoi, c'est juste des petites parenthèses, un peu d'exotisme, on va inclure quelques mots d'hawaïen pour faire semblant, et ça a toujours été traité comme ça, vraiment de la fiction pure. Quand on regarde d'un point de vue historique, et on commence à vraiment regarder la présence de ces auteurs à Hawaï à un certain moment, et leur vécu, on commence à voir une autre implication. Et vraiment, quand on commence à regarder la question d'un point de vue sociologique, de dire que finalement, leur inclusion, en fait, on peut aborder le sujet comme si, d'un point de vue anthropologique, que c'était des observateurs participants, c'est plus facile pour moi en anglais évidemment, et que vraiment on peut regarder ça comme un rapport ethnographique de certains comportements. Et quand on regarde comme ça, le fait qu'ils utilisent des mots hawaïens, ou la manière dont ils décrivent leur pratique de surf, ça inverse en fait la conception coloniale des rapports raciaux entre les indigènes et les colons.
Et donc ça, c'est un peu comment je perçois mon boulot en ce moment, c'est de regarder ces textes, non comme littéraires, j'ai pas de prétention littéraire, ni même comme civilisationniste, mais de assembler toutes ces perspectives pour en sortir une lecture plus complète. Qu'on a à travers la production de l'écriture, et les contextes de production finalement du texte. C'est à la fois une sens d'observation accrue, c'est la production dans un certain contexte, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut publier et pour quelle réception. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux de Myriam Suchet, elle parle d'un seuil de lisibilité. En fait, donc qu'est-ce que le lecteur attend dans ces textes, donc qu'est-ce qu'il faut modifier dans la présentation. Donc c'est hyper complexe, c'est hyper riche, mais il faut avoir cette vision interdisciplinaire, sinon on n'a que 10%, je ne saurais pas le quantifier, mais on n'en sort que 10 ou 15, 18, je ne suis pas statisticien, mais on n'a absolument pas la vision complète du sujet. Donc voilà, donc ça c'est juste un exemple, mais je trouve qu'être dans une discipline naissante, ça nous donne vraiment cette question de remettre en question les cloisonnements disciplinaires, quelles sont les sources qu'on considère comme canoniques et les méthodologies. Donc c'est hyper passionnant pour moi. Il y a plusieurs choses. Moi je voudrais juste dire une toute petite chose, j'ai l'impression que néanmoins, selon les disciplines, on ne pose pas les mêmes questions. Donc je ne suis pas sûre que, par exemple, en tant que littéraire, si je vais chercher un peu d'histoire, un peu de sociologie, un peu d'économie, que sais-je, j'y vais avec ma question de littéraire. Tu vois? Et je ne sais pas si c'est ça déjà de l'interdisciplinarité. Ou si c'est du... Je ne sais pas, hein, les search studies, je découvre que ça existe, je trouve ça super. Mais je ne sais pas si l'interdisciplinarité, là c'est pour lancer le débat que j'interviens ici, ça n'est pas la confrontation de façon de poser des questions sans commune mesure, en fait. Tu vois? Parce que peut-être que moi, un texte de Jack London, j'y verrais bien du surf, mais je ne vais pas me poser la question de la production ou je ne sais pas quelle question tu as évoquée tout à l'heure. Je ne vais pas me poser la même question, en fait, je pense. Enfin, je ne sais pas. Et je ne dis pas que c'est moins bien ou mieux, mais tu vois, je pense que... j'ai fait cette expérience dans le cadre de la licence culture et qualité scientifique, qui d'ailleurs a créé une association de culture indisciplinée, je le dis au passage. Une journée d'études comme ça, on avait mis une discipline en ouverture dans l'idée qu'elle allait poser les questions pour tout le monde. Ben, pas du tout en fait, parce que c'était ses questions à elle. Et voilà, donc en t'entendant, je me dis que peut-être il y a aussi ça qui joue dans la difficulté qu'on a parfois à distinguer indisciplinarité. Oui, voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Oui, et même ces termes qui sont utilisés différemment selon les disciplines. Voilà. Oui, absolument. Voilà, je suis parfaitement d'accord. Le problème pour moi, c'est bien. Oui, c'est pas une opposition. Ah non, tout à fait. Mais quand on cloisonne le débat, quand on parle avec des littéraires qui ont décidé d'une manière canonique que certains textes de Mark Twain sont que des fictions et pas potentiellement des épisodes autobiographiques de l'auteur. Parce que dans un certain contexte et une certaine méthodologie, on peut le lire que comme ça. Donc tant qu'on reste ouvert, en fait, à d'autres ajouts, c'est hyper riche. Mais quand on dit canoniquement, depuis telle date, tel auteur a décidé que ce texte est que fictionnel, mais j'adore ce genre de débat. Pour revenir un peu aux tables précédentes, on a plus la liste des numéros qu'on a publiés, mais on pourrait vraiment se poser la question de si on a tenu le pari de l'interdisciplinarité. Donc on s'était donné ça comme mission au début, et c'était un édito, c'était clairement dans nos textes fondateurs. Mais je pense que si on est attentif effectivement à la qualité, disons au niveau d'interdisciplinarité de différents numéros, on va se rendre compte effectivement c'est très variable. Hein. Et ça c'est aussi un premier constat, c'est-à-dire c'est une revue encore qui porte ça donc dans son intitulé même. Mais je pense que le niveau d'interdisciplinarité des différents numéros est vraiment parfois très faible. Ou bien, il faudrait vérifier. Effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait déjà faire. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à faire. On peut le faire effectivement parce que nous, on le porte ça et c'est pas. Au début, c'était c'est une croyance, quoi.
que nous partageons. Hein, et on peut dire ça, c'est une croyance qu'on partage. Je pense que c'est une belle croyance. Ça, c'est la première chose. Je trouve que c'est très compliqué. D'abord, il faudrait définir qu'est-ce qu'est l'interdisciplinarité. D'abord, ça, c'est aussi quelque chose d'important à faire. Je vous donne un exemple très concret et plutôt administratif. D'abord, donc, il n'y a pas de CNU interdisciplinaire, hein, donc ça c'est significatif parce que disons, les CNU répondent donc à une structuration du savoir qui est plus ou moins 19e et qui répond donc à une historicité donc, des savoirs qui s'est formée en gros en Allemagne notamment, à parler du U-boat, effectivement ça vient de là, hein, donc les premières structurations ça vient d'Allemagne et après bon, ça a été adapté en France. Mais qui est en histoire, donc tu disais effectivement, c'est intéressant d'étudier les disciplines qui naissent, c'est intéressant de voir aussi les disciplines qui meurent, parce que la discipline qui naît, forcément, est destinée à mourir à un moment, à plus être reconnaissable. C'est aussi intéressant d'étudier la vie des disciplines et la vitalité des disciplines, je pense. C'est pas quelque chose qui est donné, c'est pas acquis une fois pour toutes, justement. Ça, c'est aussi que c'est intéressant à étudier. Je disais que c'est intéressant de saisir l'interdisciplinarité d'un point de vue, disons, administratif ou politique. Et je vous fais un exemple très simple. Donc, on a, ici à la MSH de Bordeaux, on a décidé, avec l'accord donc, des écoles doctorales en SHS du site, c'est-à-dire donc montagne humanité, l'école doctorale donc SP2, sciences politiques, donc médecine de Bordeaux, et école doctorale droit, d'élancer un prix de thèse interdisciplinaire. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, sur le site, il n'y avait rien qui récompensait effectivement des thèses qui étaient, disons, interdisciplinaires. Et la question qui s'est posée à tout le monde, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'une thèse interdisciplinaire ? C'est pas évident à définir. Et alors, je peux vous dire qu'on a, en gros, donc, on est là, donc, on va bientôt déclarer le gagnant ou la gagnante, et le lauréate. On a eu donc un 15 heures de retour donc, sur ce première vague. Je peux vous dire, donc, sans dévoiler rien, mais en fait, des vraies thèses interdisciplinaires, il n'y en a pas beaucoup. C'est donc des critères, disons, des critères que l'on peut considérer comme objectifs. Parce que moi, je considère une chose, c'est-à-dire quand on est littéraire ou historien, on est forcément porté à être aussi historien ou littéraire, ou psychologue, si vous voulez, donc, ou anthropologue. Il y a un texte fondateur qui est celui de Marc Bloch, le métier de l'historien, 1900, il est posthume en fait. Mais il dit qu'en fait l'historien est un autre, hein, c'est-à-dire qu'en gros il y a une sorte de goût, il va chercher la chair donc où trouve, donc, et ça c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire parce que, et ça je pense que ce n'est pas propre à l'histoire, c'est propre aux autres disciplines aussi, donc il y a une empathie, donc il y a une sympathie aussi qui s'éclaire des autres savoirs, et il y a une prédation, il y a une forme de prédation que l'on fait. On est toujours des chasseurs, donc évidemment on chasse dans d'autres territoires. Simplement, voilà, il faut assumer d'être dans le braconnage. Je pense que c'est important aussi. C'est-à-dire l'interdisciplinarité relève du braconnage. On va dans d'autres territoires. Souvent, on n'est pas. Et on ne le fait pas parce que justement, on ne se sent pas légitime, on se sent donc d'être. Mais la véritable interdisciplinarité, c'est du braconnage. Et ça, je crois que c'est important de le souligner. Et la métaphore synergétique n'est pas au hasard. Donc, quand on a essayé de définir sur des critères, disons, plus ou moins objectifs, qu'est-ce que l'interdisciplinarité, on a dit, pour nous, l'interdisciplinarité, ça relève d'une thèse qui porte sur 2 panneaux ILC. C'est-à-dire, donc, voilà, par exemple, météorologie et philosophie politique. Bon, c'est un truc comme ça, quoi. Donc, mais je vous assure, donc, pas du même panneau, hein, pas du même panel, d'accord, pas du même panel, donc, ILC, parce que dans les mêmes panels, vous trouvez sûrement des sciences humaines. Mais c'est difficile, donc, de sortir de ce panel. Et de se mettre, donc, à maîtriser des savoirs qui sont totalement extérieurs à votre savoir. Oui, tout à fait. Je termine. Non, je crois qu'il y a une demande, peut-être, c'est sur un mot. Oui, je ne sais pas ce que c'est un panel UFC. UFC, c'est European Research Council. Donc, on peut le faire avec l'ANR aussi, si vous voulez. Les différents panels on dit panel ou panneau, je ne sais plus. Non, c'est panneau, non, panel, c'est un panel, non, c'est un panel, oui, c'est un panel. Donc un panel donc de l'ANR, pareil, on avait dit, bon, soit l'ANR, soit l'IRC. Et on peut donc travailler sur ces critères-là, c'est des critères, comment dire, qui sont adoptés dans les organismes internationaux pour définir qu'est-ce qu'est l'interdisciplinaire. Alors, si on est strict donc, dans l'application de ces critères, je vous assure que les thèses véritablement interdisciplinaires, on a trouvé une seule. Mais elle est forcément connue.
Et non, elle n'est pas en contradiction, justement. Et ça, je ne vous dévoile rien. Peut-être qu'elle ne va même pas gagner le prix. Peut-être, mais pour vous dire qu'est-ce que la difficulté donc de se positionner sur ce type de territoires, qui sont des territoires partagés. Pluridisciplinaires. Oui, je voulais dire une chose. Oui, peut-être nous, l'interdisciplinarité, il y a, disons, un niveau minimal d'interdisciplinarité, minimalisme, disons, interdisciplinaire qu'on a adopté dans notre revue, et on l'a dit ce matin, et ça consiste dans un certain niveau de langage. C'est-à-dire que le travail qui a été fait, et ça on peut le dire donc, tout au long de l'histoire de cette revue, ça a été de rendre accessible différents savoirs à tout le monde, à tous les gens, à tout le monde. Et ça, c'est-à-dire en éliminant par exemple tout ce qui est jargonnant, tout ce qui est propre aux disciplines. On n'a pas eu de numéro de juriste malheureusement, mais il y a du boulot, quoi, par exemple, oui, avec les juristes. Mais il n'y a pas que les juristes, il y a du jargon donc dans toute discipline. Et je pense que ce travail-là, de rendre accessible donc les différents, je pense que ça c'est un niveau minimal d'interdisciplinarité, c'est-à-dire rendre accessible les choses à tout le monde. Et ça je crois, mais c'est encore une fois un niveau minimal. C'est très difficile. Voilà, je m'arrête là. Oui, une réaction rapide. Je trouve ça passionnant comme débat parce qu'en fait, je vais retrouver un peu le lien avec ce que j'ai maladroitement esquissé tout à l'heure. Mais moi, j'ai envie de vous proposer une définition d'interdisciplinarité. Je vais me lancer. En fait, cette définition, elle est historique. Elle remonte au siècle des Lumières. C'est un bouquin que j'ai dû emprunter dans une bibliothèque non disciplinaire, qui n'était pas la mienne, et on m'a bien dit à Bordeaux 4, ah bon, mais vous êtes qui? Pourquoi vous laissez ce bouquin-là? De toute façon, ils sont au magasin, ils ont pris la poussière et personne n'en veut. J'exagère à peine. Gusdorf, Georges Gusdorf, la naissance, les fondements des sciences humaines, etc. Et alors, dans ce bouquin, sa proposition, qui n'est donc pas la mienne, c'est de dire, lui, il n'appelle pas ça forcément l'interdisciplinarité, mais en gros, il dit, qu'est-ce que les Lumières? C'est un projet d'anthropologie comparée, en fait. Et c'est pas seulement les droits de l'homme, la liberté d'expression, de pensée, de réunion, le suffrage universel, tout ce qu'on veut, et tout ça va avec. C'est là où ça jointe le politique. Mais en fait, c'est un projet de connaissance de l'autre en tant qu'il est semblable à moi. C'est un projet... Dans l'édito de l'essai, on a cette phrase, entre autres, de Montaigne qui dit « Chacun nomme barbarie ce qui n'est point de son usage ». Et en fait, on pourrait se nommer de discipline à discipline, dire « Oh, vous êtes des barbares parce que vous ne travaillez pas selon des méthodes scientifiques et éprouvées comme nous. » Alors, c'est là la métaphore du territoire, du braconnage. Oui, et alors, c'est là où, pour moi, il y a quelque chose à dire qui serait une espèce d'utopie des Lumières, chose que Humboldt a reprise. Donc, c'est pas par hasard que j'essaie d'en parler. C'est cette idée qu'au contraire du braconnage ou du territoire, on déterritorialise le savoir. Oui, en fait, on pratique l'ouverture parce qu'on fait le pari. L'interdisciplinaire serait du coup le pari que l'autre, auquel je ne comprends rien, dont la langue m'est inconnue, l'alien absolu, est quelqu'un qui a quelque chose à m'apprendre sur moi-même. Et si on pose ça, c'est humaniste, c'est les Lumières, et c'est l'université. C'est ce que devrait être encore. C'est souvent l'université. Et ça ne peut pas, à mon avis, être comment dirais-je, une écurie montée qui dit vous et vous devez travailler ensemble pour tel résultat. Si c'est asservi à une forme d'utilitarisme, je pense que la curiosité, l'ouverture cesse. À l'instant où on me dit ça doit servir à quelque chose. En fait, c'est une espèce d'idéal intrinsèque, il me semble. Voilà, mais bon. C'est un débat. C'est très lumière. C'est là, ouais, voilà. C'est un peu. Bon, c'est pour le débat. Oui, quoi. Eve. C'était juste. Alors, c'est extrêmement terre à terre et technique par rapport à au développement plus philosophique de Bertrand. J'ai trouvé intéressant, donc Sandro, que tu rappelles le fait que la structuration du savoir qui est encore actuelle dans le CNU, alors si tant est que le CNU puisse survivre, était très inspiré du 19e, donc très daté, et en même temps tu parlais de ces thèses interdisciplinaires qui sont en fait très rares si on considère l'interdisciplinarité selon des critères très stricts. Donc j'avais deux questions vraiment très différentes. L'une assez technique sur est-ce que
est-ce qu'il serait utile de mener, par exemple, un débat pour créer une sorte de section interdisciplinaire au CNU, pour que justement les choses ne soient pas condamnées à être simplement en co-tutelle, c'est-à-dire toujours dans... Enfin bon, voilà, ça c'est vraiment une question assez technique, mais parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'extrêmement rétrograde, effectivement, dans la conception des sections, etc. Et si cette interdisciplinarité est quelque chose qui est en train de... Enfin, en termes et quelque chose qui est promu à l'échelle du doctorat, etc. Ça serait intéressant de mener une réflexion dans le cadre du CNU. Et j'ai une autre question, mais qui est vraiment rien à... Donc c'est pas vraiment une question, en fait, mais ce que tu disais sur Marc Bloch, en fait, c'est que... Donc l'historien est un ogre, je connais pas cette référence, mais l'idée c'est que dans les sciences humaines, l'interdisciplinarité est suffisamment naturelle pour qu'on ne puisse pas la considérer, là pour le coup quand on est en train de juger de l'interdisciplinarité d'une thèse, comme une vraie interdisciplinarité. C'est-à-dire que ce que tu dis, Bertrand, des Lumières comme projet d'anthropologie comparée, selon les critères que donnait Sandro pour qu'on soit vraiment dans l'interdisciplinaire, ça fonctionne pas, parce que c'est trop lié ensemble. C'est ça que j'ai compris. Oui. Moi, oui. Merci. Bertrand, Panchaud, peut-être, tu veux répondre? Vas-y. Si tu veux, moi j'ai pas... Non. Oui, alors, pour la section interdisciplinaire, je pense que ça a été discuté quelque part. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qui n'a... Parce que c'est un vrai problème, effectivement, mais qui répond... C'est-à-dire, que faire avec des thèses qui ne rentrent pas et qui sont pénalisées, effectivement. On a des exemples très concrets. Je me souviens quand j'avais expertisé les écoles doctorales de Strasbourg, hein, une grande université, il y avait une école doctorale à l'époque qui était, alors je ne sais pas si c'était un projet où c'était 2018, il y avait une école doctorale interdisciplinaire, dans toutes les écoles doctorales de l'université de Strasbourg, donc l'université fédérale de Strasbourg. Et ça c'était quelque chose que l'on avait aussi, sur laquelle on avait travaillé ici, dans mon deuxième mandat donc de direction à l'école doctorale avec l'UB. Parce que, imagine-toi qu'on avait une thèse d'un doctorant en SPH, donc en philo, et en neurosciences. Donc ça, c'est vrai, alors, disons, selon les critères, d'accord? On est vraiment, disons, dans un cadre des cadres d'interdisciplinarité. Le résultat, c'est qu'on n'avait rien obtenu. On avait prôné donc l'existence d'une école doctorale UB, UBM interdisciplinaire, justement, pour donner concrètement de l'espace donc à ce type de thèse qui naissait justement, notamment dans le domaine médical. C'est-à-dire donc c'était la clinique qui se prête très bien, si tu veux, donc à des réflexions philosophiques, bien entendu, donc à la rencontre entre philosophes et savoirs médicaux. Ça n'avait pas marché, donc évidemment ça n'avait rien abouti, même au niveau local, donc avec des très fortes résistances. Le résultat, c'est en fait, ce doctorant a fait 2 thèses distinctes. 2 thèses, il a fait 2 soutenances, en neurosciences et en philosophie. Ah, excellent, non? Voilà. Ça, c'est le niveau, d'interdisciplinarité. Pour ce qui est effectivement pour ce qui est donc, moi, je pense, de l'ordre, effectivement, est-ce qu'on peut s'en empêcher? Est-ce qu'on peut vraiment s'empêcher justement d'exercer l'interdisciplinarité à ce niveau-là quand on est en sciences humaines? Je pense pas. C'est impossible. C'est pas possible. Je pense tout simplement, ce qui est, disons, de mon point de vue, ce qui est regrettable, c'est que, disons que le niveau de cloisonnement disciplinaire nous prive parfois donc de liens qui sont tout à fait naturels. Je vous fais un exemple aussi très, très concret. Ici, dans notre université, les philosophes antiquisants, hein, les spécialistes de la philosophie grecque ancienne, d'accord, ne parlent pas avec l'historien d'Athènes, d'accord, ou les spécialistes donc de la Grèce classique. Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'en fait, ils n'ont rien à gagner. Hein, je pense que d'un point de vue strictement matériel, en termes académiques, hein, parce que je pense que tout le monde a gagné d'un savoir historique, d'un savoir philosophique, donc sous la même période. Et je peux vous assurer, donc, sur la base d'exemples très concrets, que je ne citerai pas, bien entendu, mais qu'ils ne se parlent pas. Et ce n'est pas le seul exemple d'absurdité, vous voyez. C'est-à-dire, notre université est un répertoire d'absurdité, de ce point de vue.
extraordinaire répertoire, dans lequel des gens qui font des choses plus ou moins similaires s'ignorent, voyez, et qui ne veulent pas considérer l'autre, parce que dans l'ignorance, ils renforcent leur identité, leur monopole, vous voyez, dans leur ignorance. Et ça, c'est quelque chose de scandaleux que moi, ça m'a toujours heurté, vous voyez. Parce que non seulement nos disciplines donc, sont déclinantes, mais quand elles sont comme ça, elles le méritent bien. Elles le méritent bien. Attention, je vais donner la parole à Myriam. Je voulais juste répondre à l'ogre moi aussi, parce que du côté du littéraire, par exemple, je pense à Roland Barthes qui parle des forces littéraires, parmi lesquelles il distingue la mathésis, qui est le fait de tout dévorer aussi. Donc moi je pense que c'est une illusion de penser que un historien littéraire, c'est la même chose, que les uns et les autres se nourrissent, et bien sûr, mais on n'a pas les mêmes questions, et c'est ça la richesse. C'est évident. Mais donc il y a de la vraie interdisciplinarité possible, y compris dans les sciences humaines. Je pense à Carlo Ginzburg qui n'a pas choisi d'être un littéraire pour des bonnes raisons, qu'il est tout à fait capable À mon avis, il d'énoncer. n'a pas compris encore. Bon, pardon Myriam, mais il va falloir que... Attends, je vais te donner le... Je le connais bien pour dire qu'il ne m'a pas compris. Je crois que tu le connais. Personne n'en doute. Oui, juste, c'est que il y a le terme d'identité en fait que tu as prononcé et depuis là vous écoutez tous. Alors j'aurais dû être là, mais j'ai pas trop envie parce que je sors tout simplement 14 heures de cours, là, en 2 jours et demi en représentation. Je me sens un peu fatiguée, mais je suis très heureuse quand même d'être parmi vous. Voilà. Donc il y a quelque chose qui m'a marqué là dans tout ce qui a été dit, la façon dont vous vous êtes présenté, c'est que à aucun moment j'ai entendu je suis. Voilà, historien ou historienne ou sociologue ou etc. Et en fait, vous êtes tous partis finalement de l'objet d'étude, de la question aussi dont vous vous emparez. Et ça, vraiment, j'insiste, parce que j'ai des collègues ou dans les colloques, quand on se présente, il y a une forme d'abus de langage aussi, à laquelle, en tout cas, j'étais peut-être pas sensible avant, mais à laquelle je suis de plus en plus sensible, justement, c'est je suis sociologue, je suis ceci, je suis voilà. Donc en fait, il y a une identification à la discipline qu'on est censé représenter ou dans laquelle on s'inscrit. Mais cette identification, à mon sens, faut pas, c'est une méthode. Et là, je rejoins ce qui a été dit aussi, c'est que on a des objets, et ces objets parfois nous amènent à nous emparer de méthodes connexes dont nous n'avons pas la maîtrise ou peu de maîtrise parce qu'en fait nous n'avons pas été formés à ces méthodes-là. Mais nous y sommes amenés parce que en fait, le questionnement qu'on se pose ou la façon dont on souhaite s'emparer ces objets ou souhaite les questionner, même la nature même en fait de ces objets nous amène à aller chercher vers d'autres disciplines. Alors après, il y a la question on n'a pas été formé à ces disciplines, donc comment aller justement s'emparer de ces méthodes. Mais en fait, tout ça pour dire que je pense qu'il y a vraiment la distinction entre représenter une discipline, s'insérer dans une discipline, et puis ensuite, en fait, une discipline, c'est un ensemble de méthodologies, à mon sens. Peut-être que je suis réductrice, mais je pense que c'est à peu près rien d'autre. Je ne sais pas. Mais je pense que je suis de Gauvin, Je vais faire circuler. un bel exemple de ces difficultés. Si tu veux un peu juste présenter le projet qui était le vôtre. Oui, avec plaisir. Donc c'est une idée de Frédéric Lambert. Ça ah, oui. Donc l'idée du numéro vient de Frédéric Lambert et en dialogue avec Sandro, je crois, de faire une réflexion sur l'interdisciplinarité autour d'une discipline en particulier, voilà, qui permet de focaliser les choses, c'est plus concret. Et alors, il est venu à cette idée-là, voilà, par son parcours personnel. C'est un féru d'histoire des sciences, qui a fait d'histoire de la linguistique, qui a fait de la linguistique grecque, etc. Il a fait beaucoup de choses différentes. Et moi, j'ai rejoint le projet parce que voilà, on cherchait de toute façon plusieurs personnes pour s'en occuper. Et en tant que jeune chercheur, et moi, c'est mon parcours du coup de constater que y a des problèmes de dialogue entre les disciplines sur le sujet du langage. Et ma réflexion personnelle, c'est de me rendre compte en fait que le langage, c'est un objet qui existe dans la réalité, on cherche à produire des connaissances dessus,
Et du coup, il y a plusieurs disciplines, plusieurs méthodologies éventuellement qui permettent de contribuer à produire des connaissances dessus. Donc moi, c'est ça qui m'a attiré sur ce projet de numéro. Et l'idée, l'idée concrètement du numéro, c'est de faire un recueil de témoignages quelque part, un peu comme les récits de docteur, mais d'un point de vue méthodologique et en s'appuyant sur des recherches déjà effectuées, de le plus de disciplines possibles, différentes, qui peuvent contribuer à produire de la connaissance sur le langage et de se questionner sur leur rapport avec la linguistique et les échanges qui sont possibles ou pas entre la linguistique et ces autres disciplines. Donc la linguistique était un peu la discipline carrefour pour questionner l'interdisciplinarité sur un objet, le langage. Et donc du coup, on a tout d'abord avec beaucoup d'enthousiasme contacté pas mal de gens dans nos réseaux, et puis de fil en aiguille, on a recueilli la participation d'un peu plus d'une dizaine de contributeurs intéressés pour cette expérience, pour échanger autour de sujets sur nos recherches et essayer de produire un ensemble de témoignages communs. Et donc on a fait 2 journées de recherche, 2 journées d'études pour élaborer le projet, donc d'abord sur la base des projets d'articles sur lesquels il y a eu un premier échange, et puis après au moment de la finalisation des premières versions des articles. Et donc en fait l'ensemble des contributions a été en partie influencé par ces interactions qu'on a recherchées, justement pour essayer d'apporter différents points de vue, des références, etc. Donc ça a été un peu contraint par le Covid qui est arrivé à peu près à cette époque-là, donc il y a une partie en visio, mais bon, ça s'est fait quand même. Tout le monde était plutôt content. Et puis, donc je vais peut-être vous donner quand même la liste des disciplines au moins, après vous pourrez aller consulter tout ça quand ce sera en ligne. Donc on a eu une contribution d'un archéologue, d'une biologiste, d'une didacticienne des mathématiques, d'un psychologue de l'économie, d'un historien, d'une littérature comparée, un témoignage d'un chirurgien neuroanatomiste, philosophie, psychologie, sciences de l'information et des communications et traitement du signal, donc un peu ingénieur informatique. Donc en fait, c'est la même question que tu as posée à des spécialistes de la discipline. Enfin non, c'est des questions différentes, comme tu dis Isabelle, c'est-à-dire c'est un sujet qui est posé différemment par les disciplines, c'est un peu ça. Alors la question c'était plutôt vraiment un témoignage, on a formulé des questions. Les 2 questions c'était quel est votre rapport à l'objet qui nous est commun. Donc c'était un stimulant pour la production d'une certaine cohérence. Et la deuxième question, c'est quel est votre rapport à la linguistique en tant que discipline qui est un peu, qui centralise un peu les recherches sur le langage, mais qui n'en est pas la propriétaire. Et donc on a eu quand même une grande richesse de contributions et d'échanges, donc c'était vraiment chouette. Et après, je pourrais peut-être en parler un peu plus tard, mais je sais pas, je développe peut-être pas plus. Oui, mais il y a des questions encore, il faut alimenter la peine. Bonjour, merci déjà pour ce débat, parce que je vais essayer de rester sur... Ah oui, je me suis pas présentée. Pardon, je m'appelle Anouk, je suis en première année de doctorat en géographie, et moi je travaille pour situer un petit peu, parce que c'est quand même aussi l'objet de ma question. C'est-à-dire que moi je travaille sur ce qu'on appelle les blancs des cartes. Donc c'est les zones blanches sur les cartes, les zones sans information, par choix ou non. Et je m'interroge en fait sur le territoire malgache un petit peu avec l'ère du numérique, l'avenir de ces blancs des cartes qui sont devenus aujourd'hui des mosaïques de données. Et qui seraient liés aussi au fait que Madagascar, étant un pays bénéficiant de beaucoup d'aide au développement, fonctionne par projet. Donc un management par projet et avec le néologisme de projectorat. Et en fait, dans ces questions-là, notamment moi, ce qui a été et ce que je trouve assez paradoxal dans tous les débats qu'on a, c'est que là, il y a une question autour de l'interdisciplinarité comme quelque chose faisant une force. Mais par exemple, quand on a candidaté au contrat de doctoral ici à l'UBM, on nous demande à la fois de montrer, en tant que jeune chercheur, enfin jeune étudiant, qu'on est capable de faire de l'interdisciplinarité, d'aller à la croisée des savoirs,
mais également d'avoir une certaine expertise et que notre sujet ne dépend que d'une seule et même discipline. Par exemple, moi on m'a dit oui, mais il faut que tu fasses attention parce que pourquoi ton travail, vu que je travaille aussi sur la cartographie numérique, pourquoi en fait en géographie on le ferait? Pourquoi ce ne serait pas des ingénieurs numériques? Pourquoi tu parles de data? À quel moment ça devient ton domaine? Et donc à quel moment l'interdisciplinarité et l'expertise ne deviennent pas un petit peu complètement contradictoires et ne s'entrechoquent pas? C'est un peu la question que j'ai envie de vous poser. Ça s'entrechoque absolument. Alors, vas-y. Je pense que c'est toute la difficulté des contrats doctoraux dans cette université, c'est-à-dire qu'il faut préparer des sujets, des projets thèses parfaitement monodisciplinaires, et ensuite s'entraîner à les rendre compréhensibles à un jury pluridisciplinaire. Et comme le CNU, le jury est quand même écoute avec, il y a des gens qui ont participé ici à ce jury, plusieurs, écoute avec, on ne va pas dire ses œillères parce que ce serait péjoratif, mais avec ses propres questions. Et c'est quand même très difficile d'être à l'écoute de questions qu'on ne se pose pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette situation. Comment évaluer quelqu'un qui vous propose de répondre à une question que vous ne vous posez pas? C'est très compliqué. Ça, c'est très concret. Quand on a mis en place... Alors, on peut dire un tel mot justement sur la pratique de l'interdisciplinarité telle qu'on l'a conçue dans cette école doctorale pluridisciplinaire. Quand on est arrivé, donc Isabelle et moi en 2010, d'accord, les thèses, disons, les contrats doctoraux étaient attribués par équipe. D'accord, il n'y avait même pas d'audition, tout était donné comme ça. Et en 2014, on a décidé donc de dynamiter donc ce système et de passer par l'audition. Et disons la réaction légitime des collègues, mais par exemple des géographes, mais comment, pourquoi et en quoi suis-je légitime? J'ai donc un littéraire. Hein. Mais en réalité, quand on s'est mis autour d'une table, et c'était l'expérience peut-être la plus riche qu'on a fait donc, dans l'école doctorale, on s'est rendu compte que tout le monde voulait revenir chaque année, donc ces 2 jours presque de conclave, d'accord, parce qu'on était là pendant 2 jours, totalement enfermés, c'est magnifique, et on se découvrait pertinent sur des choses que l'on ne connaissait pas. Et ça, c'est quelque chose, je vous assure, c'est une expérience presque inoubliable. Je pense que Eric, qui a vécu longuement, parce que, voilà, en tant que, à l'époque, directeur d'équipe, hein, je pense qu'il peut en témoigner aussi. Et c'était une expérience déroutante. Disons, il y a un saut dans le vide, en réalité. Et ça, c'est à un autre niveau, mais je pense que c'est plus ou moins le même que l'on peut expérimenter quand on fait le pas d'aller vers une autre discipline. Mais nous, on a expérimenté là, et c'était, je vous assure, quelque chose que l'on ne pouvait pas, après, oublier, et on ne pouvait pas s'en passer. Et non, c'est la vérité. Et non, je ne sais pas, c'est une réponse comme ça. Je pense qu'à la fois, moi j'ai trouvé ça très intéressant aussi, mais j'ai tout à fait perçu que certains projets de recherche restaient parfaitement inaudibles et que d'autres étaient beaucoup plus audibles. Oui. Ça dépend des disciplines. Et donc il y a une forme d'injustice dans ce système qu'on pensait plus transparent, plus équitable. C'était le but. Mais on a quand même découvert des points de résistance qui sont peut-être négligeables. Hein. Je ne dis pas que dans l'essentiel ça se passe mal. Mais moi j'étais très frappée parfois par des présentations de projets de thèse qui m'étaient très familiers et dont j'entendais les collègues dire mais qu'est-ce que c'est que ça, n'importe quoi, on va le classer dernier. Et ça se produit quand même. Bon. Alors, il y a des équilibres, hein, parce qu'heureusement on est très divers, mais c'est très difficile. Moi je resterai modeste, hein, parce que c'est très difficile de prêter l'oreille. Moi je pense vraiment comme ça à quelque chose qui prétend répondre à des interrogations qu'on n'a jamais soulevées. Enfin, donc il faut du temps pour se dire ah oui c'est une bonne question. On n'a pas ce temps en fait. Mais c'est quand même assez très honnêtement fait, hein, si ça peut vous rassurer. Mais il y a ce paradoxe que vous souleviez qui persiste. Je crois. Une question, 2. Alors, j'ai une petite question sur cette histoire de utilitarisme de l'interdisciplinarité. Oui. Alors, cette année, moi j'ai été ravie d'apprendre que l'ANR finançait des PEPR robotiques uniquement à condition qu'ils intègrent des SHS dedans. Donc, super.
et donc si on est contre l'utilitarisme, on se dit en fait ils ne font appel à nous que quand ils sont obligés pour avoir leur financement. Mais in fine, c'est quand même une vertu, parce que disaient bon, il faut arrêter les roboticiens de développer des choses qui sont hors sol par rapport aux conditions sociales dans lesquelles ils vont les implanter. Donc voilà, c'est une remarque du coup, comment on prend cet utilitarisme. Est-ce que parfois quand même ça peut être une bonne chose? Je me sens visé. Non, je trouve la question passionnante, merci beaucoup. En fait, moi je l'aborderai de façon historique et en relativisant le plus possible les choses. C'est-à-dire que, premièrement, je peux commencer par dire qu'on ne peut pas être contre l'utilitarisme, parce que c'est comme si on était contre l'air qu'on respire. Je veux dire, le monde actuel, c'est que ça. Il suffit de regarder les politiques financées. Enfin, je suis désolé, c'est ma vision des choses, hein, c'est contestable, mais il me semble que les projets de recherche financés, ce dont je ne suis pas un grand spécialiste par ailleurs, orientent fortement les choses dans un certain nombre de directions. Pour prendre un objet qui m'est cher, l'écologie, qui apparaît encore assez souvent comme le développement durable, ce genre de choses, alors que quand on est, parce que je ne suis pas, mais expert de ces questions, en fait, c'est des concepts qui, le plus souvent, sont déjà balayés depuis 20 ans. Donc il y a une espèce de retard chronique sur la façon même dont on détermine, dont on nomme les soi-disant domaines d'avenir. Comme le disait Élisée Reclus, qui était un autre compagnon de ma thèse, le savant d'aujourd'hui n'est que l'ignorant du lendemain. En fait, il faut se poser des questions de prospective du savoir, et ces questions-là ne doivent pas être, moi j'y tiens, dans la main des technopuissances, de l'IA. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait des projets de recherche qui réfléchissent à ces choses, pas seulement dans le faire, mais aussi dans le penser, à un moment. Et pour ça, en fait, on a besoin, d'une certaine façon, de recul. Et il y a un moment donné où l'argent et l'urgence, ce qu'une certaine société se donne comme question soi-disant urgente, et la pression de l'argent, etc., devrait, dans un monde idéal, disons, je ne suis pas naïf, être à un moment contenu par une autre logique, pour le coup non utilitariste, et qui serait universelle ou universitaire, au sens premier du terme, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un universel qui n'écrase pas les particularités? Parce qu'en fait, c'est ça les Lumières. L'anthropologie comparée, c'est ça, c'est cette idée que je m'intéresse à l'autre en tant qu'il est autre et qu'il est là dans mon monde. Et c'est ce qui nous permettrait, juste en passant, de s'intéresser à des animaux qu'on est en train de détruire sans même connaître leur nom, de s'intéresser à des formes de vie qui nous habitent, c'est-à-dire à ce qui est même en nous, hein, ce qu'étudient certains médecins. Enfin, il y a encore des articulations entre champs de connaissances qui ne sont pas faites, et alors même que c'est parfois des très vieilles questions. Donc en fait, on a encore beaucoup à découvrir en termes de connaissances sur simplement l'articulation et l'écoute entre vieux domaines du savoir, sans tout remettre à une espèce de futurisme qui détermine tout. Voilà, c'est mon point de vue. Et à mon avis, ça prémunit contre l'utilitarisme. Alors, une dernière question. Oui, rapidement, une question qui est peut-être en même temps une sous-question. On gagne rien. Tout à l'heure, monsieur, vous évoquiez de manière très intéressante l'idée de chercher à comprendre ô combien cette revue qui a 10 ans était ou n'était pas interdisciplinaire. Et là, Gauvin va me détester, mais est-ce qu'il resterait dans la revue une place pour un espèce de post-log qui analyserait ça sous l'angle des 10 ans, finalement, un peu événementiel, et qui dirait finalement retour arrière, en 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait? A-t-on été interdisciplinaire, pas interdisciplinaire, beaucoup, pas... Dans quelle forme, comment, pourquoi, où je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est ce serait une façon intéressante de marquer ce temps fort de 10 ans de vie et de repartir. Oui, c'est une bonne question. Peut-être c'est Isabelle qui peut répondre plus que moi, parce que c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait son chemin à l'intérieur des comités. Ça fait longtemps qu'on pense effectivement à un deuxième numéro STIC, donc mémoire d'autres thèses, sur la question justement de l'appropriation de savoir autre, en fait, disons comme ça, de savoir interdisciplinarité. C'est pas facile à monter, mais j'ai beaucoup de confiance dans ce nouveau magnifique comité
nous suit, comité de rédaction, et dans les collègues qui sont là et qui ont envie de nous accompagner de cette aventure. C'est important de le rappeler. Je pense qu'on va y réussir. Monter donc un numéro, effectivement, qui soit une mise à distance de la catégorie de l'interdisciplinaire et une sorte aussi de retour sur l'expérience spécifique de cette communauté qui a évolué dans le temps, mais qui est restée fidèle en quelque sorte à cet idéal, et qui peut-être, comme toutes les communautés, n'a pas tout le temps appliqué ces idéaux. Il suffit de regarder la communauté chrétienne. Donc, pas toujours fidèle. Oui. Oups. Merci. Le débat me paraît passionnant. J'avais une question. Est-ce que vous établissez une distinction entre l'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité? Tout à l'heure, j'évoquais la vie des idées, donc, qui a été fondée par Pierre-Rosan Vallon, qui est une coopérative intellectuelle pluridisciplinaire, en fait, qui se passe comme telle. C'est-à-dire qu'elle chapeaute plusieurs disciplines des sciences sociales, et tous les contributeurs qui sont membres du comité ou contributeurs se pensent comme faisant de l'interdisciplinarité finalement. C'est-à-dire que je pense que toutes les disciplines des sciences sociales, elles sont vraiment au croisement, au carrefour les unes des autres, et quand vous êtes historien, enfin, ou même vous travaillez dans la littérature, vous êtes un peu historien, vous êtes un peu l'univers mental, psychologue social, enfin, que sais-je, je pense qu'on fait tous de l'interdisciplinarité au quotidien. Et du coup, pour revenir à Humboldt, je me qualifierais plutôt d'un auteur pluridisciplinaire. C'est vraiment l'exemple même de l'auteur des Lumières, qui était voyageur, écrivain, biologiste, climatologue. Enfin, il a fait l'ascension en Amérique latine, il a ouvert des poètes, etc. Et du coup, je me demandais, enfin, qui est vraiment aujourd'hui pluridisciplinaire? Enfin, voilà, la pluridisciplinarité serait vraiment le croisement des sciences dures et des sciences humaines. Et par exemple, je pense à quelqu'un comme Philippe Charlier, qui est le directeur de la recherche au Quai Branly, qui est à la fois médecin légiste, paléographe et historien. Je pense, voilà, vraiment, là, pour le coup, là, il fait de la et pour faire écho à ce que vous disiez, votre doctorant qui a fait 2 thèses, enfin, finalement, mais, du coup, il était peut-être bidisciplinaire. Enfin, il était dans 2... C'est une question pluridisciplinaire, interdisciplinaire. Je ne sais pas qui a envie de rebondir sur cette question ancienne, effectivement, du rapport entre pluri et inter. J'ai une réponse aussi, mais vas-y. Mais hyper rapidement, parce que je ne veux absolument pas monopoliser la parole, mais on n'a pas évoqué l'autre préfixe qui est trans. Trans, oui, bien sûr. Pour Humboldt, en fait, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'était au début, merci beaucoup pour l'intervention, au début de mes lectures, je lisais beaucoup des trucs du genre Humboldt, le dernier savant universel, le dernier polymathès, sous-entendu après il n'y en a pas possible. Et en fait, un truc qui m'a beaucoup éclairé, c'est la découverte d'un auteur allemand sur Humboldt qui dit c'est tout le contraire. C'est pas le dernier savant universel, c'est le premier savant moderne. Et c'est pas lui pour lui rendre une médaille, hein. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas c'est quelque chose qui commence. C'est plutôt ça. Et bon, en soi, il faudrait aller plus loin, mais en gros, c'est l'articulation entre les sciences constituées ne fait que commencer. En fait, et en tout cas, par exemple, pour ce qui est de la naissance de l'écologie, ça me paraît assez clairant parce que c'est la science des relations. Donc c'est une science qui est forcément non seulement la relation des relations entre l'organisme et le milieu, les organismes entre eux, etc., mais aussi les relations entre sciences. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple tout bête, en gros, Humboldt, le génie humboldtien, c'est aussi d'avoir dit ah bah tiens, il y a des gens qui s'occupent de plantes et qui décrivent les plantes, et il y a des gens qui décrivent l'atmosphère. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on met les deux ensemble? Il y a ce truc du coup, il découvre un truc tout bête, assez intuitif, mais qu'il est le premier à décrire, qui est l'étagement des plantes en fonction de l'altitude. C'est un truc... et ça marche aussi avec les pôles et l'équateur. Enfin, en gros, plus on s'éloigne du plat, plus la végétation... la végétation varie en fonction et de l'altitude et de la latitude. Et parfois, c'est des choses toutes simples qui sont sous notre nez. Et il suffit de changer l'angle ou d'associer 2, 3, 4 angles. Voilà. L'œuf de colon.
Oui. Vraiment la dernière. Oui, bon, c'est bien qu'il y ait un débat. C'est bien, donc on a 6 heures, donc après il y a des choses intéressantes qui nous attendent, mais bon, quand même. Merci. J'avais plusieurs questions qui me sont venues à l'esprit pendant toute la conférence. J'ai un peu l'impression, si je les pose, que je vais répéter ou qu'il y a eu des sortes de tentatives de réponse. En fait, bon, si je dois me présenter, j'ai fait prépa et donc l'interdisciplinarité, c'est à la fois quelque chose de fondamental, mais à la fois quelque chose... on est obligé de penser les disciplines dans l'esprit de la discipline et à la fois on est obligé de faire des liens entre, ce que pour ma part j'avais du mal à faire. Et en fait j'avais l'impression que l'interdisciplinarité c'est à la fois un idéal et à la fois une sorte d'aveu de faiblesse de la part des disciplines. C'est-à-dire que les disciplines c'est comme si elles ne se suffisaient plus à elles-mêmes et que on devait rechercher quelque chose toujours de plus qui réussira à unifier toutes ces disciplines. Et aussi, donc ça fait partie d'une sorte d'utopie, mais vous l'aviez évoqué, une utopie qui formerait une sorte de savant absolu, un peu comme Léonard de Vinci, et qui serait capable de conjuguer en fait toutes les disciplines. Mais aujourd'hui, on a l'impression de se heurter à une sorte d'impossibilité d'unification de ces disciplines d'une certaine manière parce que nous avons un esprit trop différent qui a été façonné par nos façons de penser dans chacune de ces disciplines et par la complexification aussi de ces disciplines. Et donc, est-ce que l'interdisciplinarité aujourd'hui, comme là on la considère, c'est vraiment des questions toujours abordées d'un certain point de vue sur un texte par exemple en particulier et on ferait juste une sorte d'étude commune enfin dans le sens où on ferait une publication commune avec toutes ces pensées mais qui sont quand même différentes en fait. Parce qu'on n'a pas la même manière de penser ces mêmes textes et on fait juste une sorte de liste de toutes ces pensées sur juste un même sujet. Mais à la fin, où est l'interdisciplinarité? Puisque pour faire de la vraie interdisciplinarité, est-ce qu'il ne faudrait pas être spécialiste en fait de tout? Et ça semble impossible d'une certaine manière. Gauvin a envie de... Moi j'ai envie de répondre aux deux questions en même temps, en revenant sur la précédente. Donc du coup, en fait, la question de est-ce qu'il faut tout savoir, je pense pas du tout. Et elle rejoint par contre clairement la question de qu'est-ce que c'est que l'interdisciplinarité, en essayant d'y réfléchir un petit peu. Pour moi, je résoudrais ça en un problème pratique. Enfin, j'amènerais ça en un problème pratique, c'est le monde, il est compliqué. On peut penser à la notion de complexité d'Edgar Morin. Si on veut produire de la connaissance sur le monde, il faut le découper en petits morceaux pour se partager le travail. Donc ça renvoie à la notion de division du travail social dans une activité particulière qui est celle de la production de connaissances. Donc les disciplines, c'est ça. On s'est réparti le travail parce qu'on ne peut pas tout faire justement tout seul. Et donc ça améliore l'efficacité de la production de connaissances si on se répartit le travail. Mais comme il y a des relations entre les différentes parties du monde, de la nature, et ben forcément à un moment donné, on va être limité si on se contente de cette spécialisation. Et donc pour moi, l'interdisciplinarité, c'est synonyme de la notion de synthèse des connaissances et c'est aussi synonyme de la notion de collaboration. C'est l'envers de la division scientifique. Il faut bien diviser, mais il faut aussi coordonner. Donc voilà, moi ça renvoie à ça. Et pour rebondir sur la notion de transdisciplinarité, pour moi la transdisciplinarité, c'est la condition de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que si on veut arriver à collaborer entre disciplines, méthodes, cultures, etc. différentes, qui ont des informations différentes sur un même sujet, il faut qu'on ait quand même en commun quelque chose, sinon on n'arrive même pas à communiquer, à écouter les questions des autres, etc.
Et donc pour moi, la transdisciplinarité, ça renvoie à qu'est-ce qui est commun à toutes les disciplines. Et normalement, ce qui est commun, c'est une certaine démarche, un objectif qui est de produire des connaissances. Après, la question, c'est quels objets on étudie, et du coup, comment on fait pour étudier un objet, trouver des informations sur un objet. Et un élément qui me paraît fondamental sur cette question-là, c'est de définir, enfin, qu'est-ce qui pourrait faire progresser l'interdisciplinarité, c'est de faire progresser la transdisciplinarité, parce qu'on a un problème justement de qu'est-ce qu'on a en commun entre les différentes disciplines, et pourtant on l'a, c'est sûr, mais on n'a pas forcément pris le temps de définir, et ça se voit rien qu'à travers la notion de science, par exemple. Le mot science, je me suis amusé à regarder sur le site du CNRS, et on tombe sur une définition qui est de l'étude de la matière et du vivant à celle des sociétés humaines, le Centre national de recherche scientifique explore l'ensemble des champs de la science. Et on peut avoir les 10 instituts du CNRS, biologie, etc. Et quand on regarde sur la faculté de Strasbourg, la fac de Strasbourg, il y a une faculté de théologie catholique de Strasbourg. Et alors ça, qui a une revue de sciences religieuses, et qui dit que, qui parle d'une discipline scientifique, enfin il utilise le mot science, mais pas dans le même sens manifestement, puisque ça ne fait pas partie des 10, la théologie ne fait pas partie des 10 instituts du CNRS, que je sache. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait le mot science, même au sein de l'université, il a des sens complètement différents. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, à la limite on peut dire qu'il y a plusieurs sens, mais au moins il faut les distinguer dans un dictionnaire, qu'on dise il y a le sens 1, le sens 2, et qu'on est au clair sur la notion, sur la chose. Mais là, on confond des choses différentes qui se ressemblent parce qu'on publie des livres, etc. Donc je pense qu'on pourrait progresser là-dessus. C'est un beau programme. C'est un beau programme. Mais bon, quand on parle des disciplines qui naissent, et des disciplines qui meurent, donc évidemment la théologie faisait partie du cursus, donc elle n'est pas morte, mais bon, elle faisait partie tout à fait d'un cursus normal, donc au 15e, 16e siècle, forcément. Donc il faut penser les disciplines en termes de périssabilité. Donc, c'est quelque chose d'essentiel aussi. Allez, merci d'être là, d'improviser, merci au public aussi.